Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, 1 heure de décryptage de l'actualité avec la rédaction de Factuel.media. 1 heure avec le très indispensable Jean-Marie Bordry, le magicien de vos réveils sur Sud Radio. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Stéphane, qu'est-ce que ce sera samedi prochain? Ah, je vous réserve la surprise. Avec nous également Anissa Arfaoui, chef du service économie et argent public à Factuel.media. Bonjour Anissa. Stéphane. Victor Lefebvre aussi est avec nous, merci Bonjour d'être là. Alors dans la deuxième partie de l'émission, on va parler des JO, des préparatifs de l'esprit olympique et des attaques dont ont été victimes son fondateur Pierre de Coubertin, l'inventeur des jeux modernes, personnalité ambiguë disent certains. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais tout de suite, je voudrais que l'on revienne sur cette enquête de votre service, Anissa Arfaoui, les punaises de lit. Alors vous vous souvenez de la déferlante d'articles, de photos effrayantes sur les réseaux sociaux et cette psychose généralisée au point que même les médias étrangers ont fini par titrer notre défaite face à cet envahisseur affamé. Eh bien, souvenez-vous, cette accusation a même été portée contre les Russes, accusés d'avoir amplifié la phobie contre les punaises et amplifié les articles qui s'en faisaient l'écho. Alors aujourd'hui, les médias sont passés à autre chose. La punaise de lit semble avoir quitté nos préoccupations, mais a-t-elle pour autant quitté nos chambres? La réponse est non, Anissa. Eh bien non, les punaises ne sont peut-être plus aujourd'hui des stars de télé-réalité comme elles ont pu l'être l'hiver dernier, mais elles sont toujours présentes et pour preuve d'ailleurs, il y a quelques jours seulement, il y a quand même les urgences d'un hôpital à Arras qui a dû fermer ses portes pour avoir reçu un malade très infecté de punaises. Donc elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Alors, je salue notre invité, Stéphane Bras, porte-parole de la Chambre syndicale de désinfection et de dératisation, la CS3D. Vous ne manquez pas de travail contre ce nuisible, apparemment. Non, clairement pas. On ne manque pas de travail, et ce, depuis de nombreuses années. Ouais. Et je rebondis sur ce que vous venez d'indiquer à l'instant. Très clairement, l'emballement médiatique et surtout sur les réseaux sociaux qui a eu lieu il y a quelques mois de cela, entre l'automne et l'hiver, effectivement était surinterprété. Ouais. Malgré tout, le sujet est sérieux. Nous, en tant qu'experts, on le gère depuis maintenant de très nombreuses années. Est-ce que ça progresse, la lutte contre les... Je veux dire par là, est-ce qu'on trouve chaque année de nouveaux insecticides plus efficaces, plus radicaux? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, ça progresse, mais pas dans le sens de la recherche d'insecticides particulièrement. D'accord. C'est plus dans la construction d'une caisse à outils, ouais, qui va permettre d'avoir différents moyens, donc différents outils, qui vont faire face aux différentes situations que nous propose la punaise de lit, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Ouais, on va y revenir à ces différentes situations. Je veux rappeler un chiffre. En 2023, il y a eu 1 095 000 interventions contre les punaises de lit. Eh oui. Ben oui, c'est quand même un chiffre qui laisse songeur aussi. Il y a du boulot. C'est la première cause d'infestation ou pas aujourd'hui en France? Vous intervenez plus pour les punaises ou plus pour les rats ou pour d'autres choses? Alors je dirais que les punaises de lit font partie du tiercé, si on parler sur un terme un peu épique. Ouais. En fait, non, on a un tiercé effectivement qui est constitué des rats, des punaises de lit, et puis aujourd'hui le moustique. Tigre, peut-être ça fera l'objet d'un autre sujet, oui, mais vraiment c'est les trois préoccupations. Faut savoir aujourd'hui que le monde, ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon le pest control, c'est-à-dire c'est vraiment notre métier, c'est un métier très large qui couvre l'ensemble des nuisibles et des parasites qui peuvent gêner une société, jusqu'à la bactérie ou au virus. D'accord. Alors, je disais plus d'1 million d'interventions, mais soit quand même une augmentation de 65% sur 2 ans, apprend-on à la lecture de cet article. Selon les prévisions, le nombre de foyers infestés connaîtra encore une augmentation de l'ordre de 30 à 35% au cours des années à venir. Oui, certainement, parce que si vous voulez, il n'y a pas de raison que la punaise de lit, par l'opération du Saint-Esprit, puisse interrompre son activité. Elle vit grâce à nous, le moyen de transport de la punaise de lit, c'est nous, la nourriture de la punaise de lit, c'est nous. Ouais. Ça veut dire concrètement que si on a des punaises de lit chez soi, qu'on n'a pas encore eu le temps de traiter, on peut mettre un pantalon et se retrouver dans le métro avec des punaises de lit.
Ça peut arriver, mais c'est principalement le sac à main, le sac de sport, le sac à dos, l'objet que l'on va, le petit carton qu'on va emmener potentiellement, qui est le vecteur de transmission. Ensuite, sur les vêtements, on peut effectivement avoir des larves, des œufs, c'est pas impossible. Ça veut aussi dire qu'elles se reproduisent plus vite qu'on ne les extermine, puisque, corrigez-moi si je me trompe, on vous paye, vous et vos collègues, pour les exterminer, mais vous allez jamais assez vite pour faire en sorte qu'elles disparaissent. Alors, c'est qu'elles sont partout dans la société, potentiellement. Je voudrais que vous expliquiez. Tout à l'heure, vous parliez hors antenne de l'image que les gens ont, c'est des punaises de lit dans son appartement, mais en fait, ça va au-delà. C'était d'abord dans l'immeuble, et maintenant, ce sont des quartiers entiers où il y a des punaises de lit, donc ça devient très difficile d'éradiquer les punaises de lit dans un appartement, puisqu'elles peuvent revenir par l'appartement d'à côté ou l'immeuble d'à côté. Enfin, voilà. Ceci a été vérifié et attesté par un institut qui gère la punaiserie, qui s'appelle l'INELP. Des parasitologues, des entomologues ont identifié cela en rapport aussi avec l'ANSES et les chiffres que l'ANSES a dévoilés. En fait, ce qui se produit, c'est que vous avez des punaises qui s'installent dans un quartier ou dans un milieu. Automatiquement, elles vont se reproduire avec des quantités que vous pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire qu'une punaise femelle qui va arriver fécondée, vous avez quelques mois plus tard, entre 500 et 600 femelles qui sont capables de faire la même chose que la première. Ah oui. Donc, automatiquement, si vous êtes dans des zones où ça n'est pas pris en compte, les gens ne vivent pas en autarcie dans un appartement, un immeuble, donc ils vont dans la société, ils bougent et ils peuvent potentiellement les promener. Si je vends mon appartement, mais que je sais que le voisin d'en face a ou a eu des punaises de lit, est-ce que je suis tenu de le dire à celui qui pourra acheter mon appartement ? Là, on est dans la déontologie, la morale. Si je suis un type, je le fais. Mais est-ce que légalement, on peut me reprocher de ne pas l'avoir fait ? Oui, parce qu'on fait des diagnostics amiante, on fait des diagnostics de peinture au plomb, enfin on fait des tas de diagnostics quand on va dans son appartement, mais est-ce qu'on fait des diagnostics punaises de lit ? Alors justement non, nous ce que l'on pense en tant qu'experts et professionnels, c'est qu'il serait utile de faire non pas un diagnostic au sens amiante ou autre que vous connaissez déjà, mais plus un état des lieux lorsque l'on fait un état des lieux d'un appartement, que des experts puissent intervenir pour valider ou non la présence à date. Alors, ça reviendrait probablement au même. Après, c'est une histoire de sémantique ou de terminologie, mais il faut vraiment mettre en place cette idée d'état des lieux parasitaires. Parce que là, on parle des punaises, mais bien évidemment, il y a d'autres nuisibles qui peuvent... pour la mérule, par exemple. On le fait pour absolument. Pour la mérule, pour les termites, pour les insectes xylophages de manière générale, il est nécessaire de le faire. Victor Lefebvre, vous vouliez poser une question. Oui, question bête. Est-ce qu'il y a une saisonnalité des punaises de lit ? Est-ce qu'il y a une certaine période où on peut en trouver plus facilement que d'autres Oui, ça se repose. Est-ce que les moustiques, parce qu'on sait les moustiques par exemple, ça attaque davantage l'été que l'hiver. C'est dans les JO. Alors les punaises des lits, elles sont très contentes au niveau de la reproduction entre 15 et 20-25 degrés. Ça, c'est ce qui les satisfait pour la reproduction. En revanche, elles peuvent vivre à des températures négatives, voire très très élevées. Donc la saisonnalité, comme les moustiques, n'existe pas plus que ça. Malgré tout, c'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle, mais on peut considérer malgré tout que les grands flux touristiques vont favoriser le déplacement des punaises des lits. Que ce soit les déplacements intra-français, intra-métropolitains, ou bien quand on a des touristes qui viennent du monde entier. Et dans quelques échéances... on va y revenir. La menace des JO, c'est quelque chose de très important, puisqu'on sait qu'il y a 15 millions de touristes attendus pour les Jeux Olympiques en France. 15 millions de plus, ce qui est absolument considérable, et donc évidemment beaucoup de déplacements. Jean-Marie. Si je fais une carte de France des punaises de lit et que j'écoute tout ce que vous dites, est-ce que ça veut dire que si je vous écoute depuis la campagne sur Sud Radio, j'ai statistiquement beaucoup moins de chances d'y être confronté que si je suis dans une grande ville ? Logiquement, pas statistiquement, mais logiquement oui. Simplement, si vous êtes à la campagne, par exemple, sur des chemins extrêmement touristiques... si je suis à Carcassonne, par exemple, là, vous avez de grandes chances potentiellement de récupérer des punaises des lits. Anissa. En tout cas, quand on regarde les chiffres de l'année précédente, de 2023, donc période du tsunami de punaises, on remarque que l'augmentation, corrigez-moi Stéphane Bras si je me trompe, mais que l'augmentation massive des appels était l'été dernier, était enregistrée entre juillet et août, où là effectivement il y a eu une explosion d'appels, une psychose, et surtout dans les faits, la psychose elle a presque suivi en septembre, et vraiment en juillet et août, les standards explosaient.
Ce qui veut dire effectivement qu'il y a une corrélation entre la grosse fréquentation des grandes villes, et on les retrouvait aussi essentiellement à ce moment-là dans les grandes villes. Oui, c'est vrai. De toute manière, plus vous avez une concentration urbaine et plus vous avez de monde, plus automatiquement vous avez le risque que les punaises de lit s'installent, et ce dans des grandes proportions. Est-ce que l'on a en France des territoires plus touchés que d'autres ? L'Île-de-France, par exemple, pour nos auditeurs, manifestement, c'est un épicentre de la punaise de lit. C'est un des épicentres, ouais. Absolument, parce que vous réunissez tous les ingrédients. Vous avez des quantités d'hôtels incroyables, vous avez un habitat incroyable. On en a retrouvé dans le tertiaire. Il ne faut pas penser que vous avez des punaises de lit que dans des habitats. Vous en avez dans tous les lieux d'hébergement serre, dans les moyens de transport. Vous en avez potentiellement dans les voitures de location, pourquoi pas. Oui. Voilà, bref, elle nous accompagne. Donc pourquoi elle ne serait pas dans ces endroits-là ? Et aucune typologie de logement, c'est-à-dire plus ou moins éclairé ou pas, non, aucune différence. État sanitaire, est-ce qu'un logement propre, c'est plutôt bon signe pour la lutte contre la punaise de lit ? Est-ce qu'elles aiment un peu la crasse, la punaise de lit, ou pas du tout ? Ça n'a rien à voir. Non, elles sont attirées par nous, donc que le lieu soit salubre ou pas salubre, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Le souci, c'est que quand vous n'avez pas d'action menée d'aucune sorte que ce soit, bien évidemment, elle se développe et elle n'a aucun frein. Bien sûr. C'est plutôt une punaise de lit, ça vit plutôt en altitude, au bord de la mer. Est-ce qu'il y a des territoires que l'on sait plus préservés que d'autres ? Stéphane cherche à déménager. Oui, voilà, je cherche où poser mes valises la prochaine fois. Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Ça veut dire qu'on peut vivre dans un chalet à la montagne, avoir des punaises de lit, un bungalow à la mer, avoir des punaises de lit, vivre en ville, avoir des punaises de lit. Bien sûr. Bon, elle revient. En tout cas, juste ça, ce qui ressort de la dernière publication de l'ANSES, c'est il n'y a absolument aucune condition sociale, sanitaire. Vous avez compris, dans un instant, elles reviennent. Plus exactement, elles ne sont jamais parties. Vous saurez tout sur les punaises de lit en écoutant Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 1 heure de décryptage de l'actualité avec la rédaction de Factuel.media avec Jean-Marie Bordry. Merci Jean-Marie d'être là. Animaux de compagnie, en quelque sorte. Avec nous également Anissa Erfaoui, chef du service économie et argent public de Factuel.media, et Victor Lefebvre, et notre invité Stéphane Bras, porte-parole de la Chambre syndicale de désinfection et de dératisation, car nous parlons aujourd'hui des punaises de lit, car si elles ont disparu de la une des médias, elles sont bel et bien là. Je voudrais qu'on revienne sur la phobie contre cet insecte, la panique, souvent liée à la découverte de punaises de lit, dans son matelas ou chez soi, induit d'ailleurs des comportements absolument irrationnels, et certaines personnes, Anissa, font absolument n'importe quoi en utilisant des insecticides à tort et à travers. Et en lisant votre enquête, j'ai appris qu'il y a eu 206 cas d'intoxication à l'insecticide et 3 décès, 3 morts donc, ont eu lieu entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2023, suite à des intoxications qui n'avaient rien à voir avec les punaises de lit, mais de la mauvaise utilisation des insecticides. Donc il faut aussi se méfier. Alors absolument, la presse avait fait sa une au mois d'octobre dernier. En pleine hystérie médiatique, il y avait un habitant de Vénissieux dans la Rhône qui est décédé après avoir utilisé un produit contre les punaises de lit. Le problème, c'est qu'effectivement, la désinfection des punaises de lit a un coût, et parfois certains utilisent le système D. Il y a certains produits qui circulent sous le manteau, et des produits qui sont dénoncés par vous d'ailleurs, Stéphane Bras, absolument, et qui mal utilisés ont des effets dramatiques sur la santé. Donc effectivement, il y a des rapports très officiels qui sont sortis dénonçant ces 206 cas d'intoxication. On a enregistré également 3 décès parce que nous ne savons pas utiliser ces produits, d'autant que dans le cas d'espèce, il s'agit d'un produit qui est interdit d'utilisation en France et même en Europe par ailleurs, et qui a des conséquences dramatiques s'il est mal utilisé. Par ailleurs, les professionnels eux-mêmes ne les utilisent pas, puisqu'ils sont interdits. Et ça, c'est vraiment cette espèce de folie, de tsunami médiatique, de psychose et d'angoisse qui a poussé les gens à avoir des comportements particulièrement dangereux. Et là encore, je crois que vous, Stéphane Bras, votre objectif est d'essayer de rationaliser un petit peu cette situation pour que les gens aient des comportements raisonnables et fassent appel à des professionnels.
Oui, absolument. Là, aujourd'hui, il y a une espèce de bizarrerie qui s'est installée. Lorsque vous êtes malade, atteint je sais pas, d'une grippe, vous n'allez pas voir un plombier ni un charcutier, vous allez voir un médecin. Ah oui. En l'occurrence, lorsque vous êtes face à un nuisible quel qu'il soit ou un parasite, faut oublier l'idée que, et en particulier sur la punaise, que c'est facile à traiter. C'est même extrêmement compliqué déjà pour nous en tant que professionnels. Alors rappelez s'il vous plaît, pour les gens qui auraient ces problèmes-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a une intervention qui dure combien de temps? Qu'est-ce qu'on fait dans un logement ou dans un immeuble? Parce qu'il est préférable de traiter l'immeuble plutôt qu'un logement d'ailleurs. La première chose, c'est d'appeler un professionnel qui va être certifié, qui aura pignon sur rue. Au sein de la CS3D, nous avons un annuaire qui les identifie partout sur le territoire. C'est extrêmement important de prendre plusieurs avis. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il n'y a pas une seule méthode. C'est vraiment du cas par cas. J'imagine que votre appartement ou votre maison est différent de mon appartement ou de ma maison. Et donc, l'encombrement, s'il y a des enfants, pas d'enfants, du vieux mobilier, pas de vieux mobilier, bref, les situations sont tellement diverses qu'il faut une analyse au cas par cas. On ne peut pas faire de l'emporte-pièce. Alors, on parle souvent de mettre les habits au congélateur. Bon, d'abord, on n'a pas nécessairement le congélateur pour mettre toute la penderie de madame ou de monsieur. Mais est-ce que c'est vraiment utile, ces choses-là, où il y a de toute façon les produits qui vont être utilisés par des professionnels, encore une fois, vont avoir une efficacité qui passe par-dessus ça? Alors, c'est la méthode qui va être utilisée. Ce n'est pas que des produits. Oubliez le fait que les professionnels n'utilisent que des insecticides, déjà, pour commencer. Et ensuite de ça, la meilleure solution, c'est quand je reprends l'image médicale, en fait, vous allez d'abord faire une radio quand vous êtes cassé la figure à vélo. Et vous avez mal partout. La radio va déterminer ce que vous avez. La radio, pour nous, c'est la détection. Soit elle est faite par un expert, un humain, soit elle peut être faite à l'aide de chiens dédiés, qui sont formés pour cela, comme certains sont formés pour la drogue ou l'explosif. Eux sont des chiens détecteurs de punaises de lit et uniquement de punaises de lit. Donc ils vont aller repérer dans l'appartement là où elle se loge, là où elle se niche. Et à partir de là, est-ce que c'est dans les vêtements, est-ce que c'est dans la bibliothèque, est-ce que c'est dans le lit, dans les luminaires ou que sais-je? Et à ce moment-là, en fonction de la détection de son importance, nous en tant que professionnels, tels des médecins, on va diagnostiquer avec le professionnel de détection et produire des moyens. Ça peut être de l'application d'insecticides raisonnés, automatiquement autorisés, certifiés. Ça peut être de la vapeur, ça peut être des moyens dans le grand chaud ou le grand froid, comme vous l'indiquiez. Ça n'est pas uniquement un coup d'insecticide, par exemple, qui peut suffire. C'est souvent plusieurs actions simultanées. Et souvent, on utilise dans la caisse à outils pratiquement tous les outils de la caisse à outils. Alors, c'est quoi le coût moyen de la désinfestation, on va dire, d'un appartement? Là, le souci, c'est pas qu'on ne veuille pas répondre. Cette question, on me la pose depuis maintenant des mois et des mois. C'est la question qu'on se pose avant d'appeler un professionnel. C'est ce qui fait d'ailleurs que souvent les gens vous appellent trop tard. C'est qu'ils ont peur que ça leur coûte très cher, puisque ce que vous décrivez a l'air lourd à mettre en œuvre, ce qui est logique d'ailleurs. En fait, si vous voulez, ça peut aller de quelques, on va dire, centaines d'euros pour plusieurs applications, jusqu'à, dans des cas importants, jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Pourquoi? Parce qu'il va falloir, vous l'indiquiez tout à l'heure par rapport à l'immeuble, on peut des fois, je sais pas, une chambre 3, 4, 5 chambres dans un appartement, c'est, on va dire, 3 chambres, c'est moyen. Mais sauf que si vous avez un encombrement très important de vêtements, de jouets, de bibelots, si vous avez du parquet, de la moquette, qu'elles se sont mises en dessous, automatiquement, ça change tout. Ça change tout. Donc, la fourchette est large. Comment? La fourchette est large. La fourchette est large et il faut surtout se renseigner auprès de professionnels qui ont l'expérience et, comme dans toute chose, souvent la précipitation est mauvaise conseillère. Pourquoi? Parce que on va au premier professionnel soi-disant qui est sur Internet et on lui demande même pas de devis comparatif parce qu'on a tellement peur. Et je suis un petit peu long, mais globalement sur ce sujet, pas du tout. On vous écoute religieusement. Ce qui est très important, c'est que c'est un insecte qui est très invasif au niveau de l'humain, c'est-à-dire qu'il pique la nuit, il est lucifuge, et qu'est-ce qu'il fait? Il vous mange le sang. Et donc au niveau psychologique, c'est très perturbant. Pensez aux parents qui ont des enfants dans cette situation-là, on est piqué toutes les nuits. Une varicelle permanente est très désagréable. Et puis c'est très perturbant. Si je vous suis, concrètement, ce qui me coûte le moins cher et ce qui est le plus pratique et le plus facile à faire, en fait, c'est de prévenir plutôt que de guérir. Et comment je fais pour éviter qu'elle vienne? La première chose, c'est de savoir quelle tête a une punaise. Voilà. Et c'est pas toujours le cas. Vous le disiez tout à l'heure, Madame Arfaoui. C'est pas très gros, donc. Non, mais en fait, vous savez, on a eu tellement d'appels et on a rassuré tellement d'appels pour des insectes qui n'en étaient pas, des punaises. On nous a appelé pour les coccinelles. Donc, si vous voulez, on a rassuré. Vous auriez dû leur facturer ce concours. Non, mais non, justement. Pour le principe. Justement, non. Mais très sérieusement, c'est que les personnes puissent déjà savoir quelle tête elle a. Et ensuite,
encore une fois, pour au moins prendre conseil auprès de nous. Au minima prendre conseil. Et puis il y a des méthodes. Ça veut dire que je ne peux pas prévenir leur arrivée, alors contrairement à ce que vous me disiez. Ça veut dire que globalement, il faut quand même que j'attende de les reconnaître. Non, mais il y a quand même quelque chose qui explique l'invasion, l'infestation, c'est l'arrivée de bagages et de déplacements, comme vous en parliez tout à l'heure. Et évidemment, vous m'offrez une transition. L'approche des Jeux Olympiques fait craindre le pire parce qu'on attend 15 millions de visiteurs cet été pour les Jeux Olympiques. N'est-ce pas ? Ouais. Là, on est dans la mécanique, c'est-à-dire qu'automatiquement, ça va être exponentiel. Le risque est exponentiel. Est-ce qu'on aura plus de punaises ? Il faudrait être devin pour pouvoir le dire, mais le risque est effectivement proportionnel à la présence d'humains. Qui doit avoir le plus peur ? Les 15 millions qui vont venir à Paris ou alors les Parisiens qui vont accueillir les 15 millions ? Je pense que là, en proportion, les Parisiens connaissent déjà la situation, donc c'est plus les Parisiens qui ont raison d'avoir peur de tout ce qui arrive Et dites-moi d'ailleurs à ce propos, est-ce que nos voisins européens font mieux que nous ? Est-ce qu'il y a des pays qui arrivent à échapper à la punaise de lit ou c'est un problème maintenant mondial ? Alors c'est un problème mondial, simplement nous en France on a un petit peu de mal avec cette idée un peu ancienne de la honte, c'est pas un problème d'hygiène et on a souvent tendance à ne pas dire qu'on a un problème. Et une de vos consoeurs chez qui j'ai été interviewé, elle est assez connue il y a quelques temps, l'a dit à l'antenne. Ça n'aurait pas pu se produire il y a 4 ou 5 ans. Donc ça signifie qu'y compris des professionnels touchés, maintenant osent le dire et il faut le faire. Parce qu'à l'étranger, la différence, c'est que vous avez des hôtels qui vont indiquer qu'ils font des traitements, par exemple sur la punaise des lits. Aujourd'hui en France, c'est pas encore mature parce que on va penser nous à l'inverse, on va dire s'ils le font, c'est qu'il y en a eu. S'ils le font, c'est qu'il y en a. Donc c'est absurde, c'est absurde. Et j'insiste aussi sur le fait que le monde de l'hôtellerie dans sa grande majorité, le monde de la culture dans sa grande majorité a pris le problème à bras-le-corps depuis des années, pas depuis quelques mois, depuis des années. Donc aujourd'hui, ce qui n'a pas empêché la prolifération. Comment ? Ce qui n'a pas empêché la prolifération. Mais au moins dans ces endroits-là, ça a grandement limité et ils savent quoi faire. Notamment, ils emballent les matelas, ce qui est une des précautions qui peut être prise. Je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous, Stéphane Bras. C'était très clair. Donc, n'oubliez pas, première précaution, d'appeler des professionnels pour déjà évaluer la situation avant de commencer à traiter vous-même. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas n'importe quoi chez vous. Merci, Anissa Arfaoui. On retrouve vos enquêtes sur le site factuel.media. Dans un instant, on va continuer à parler des Jeux Olympiques. À J-100, le président Emmanuel Macron a parlé. Nous allons faire le point sur la sécurité, sur les annonces avec vous, Victor Lefebvre, mais également remettre l'église au centre du village concernant une polémique à propos du fondateur des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin, que certains critiquent comme étant un homme qui serait marqué politiquement et dans un sens qui ne plaît pas. Tenez-vous bien, Pierre de Coubertin aurait été colonialiste, sexiste, antisémite, proche des nazis, bref, on n'a pas de mots assez forts contre lui. Mais d'abord, parlez-nous, s'il vous plaît, brièvement, cher Victor Lefebvre, de la sécurité des Jeux. Que faut-il retenir de l'allocution du président ? Oui, alors pour la première fois, le président de la République s'est exprimé, il avait déjà exprimé des questions liées à la sécurité, mais il a évoqué un plan B et un plan C si jamais les berges de Seine, donc qui doivent accueillir la cérémonie d'ouverture le 26 juillet des Jeux Olympiques, ne pouvaient pas pour des raisons de sécurité ou s'il y avait des alertes au dernier moment. Donc le plan B, ce serait le Trocadéro, le plan C, ce serait le Stade de France. Mais la Seine, à propos, vous en parlez, la Seine, elle est toujours aussi dégoûtante, Anissa. Je profite de votre présence encore. Oui, nous effectivement. On va pas pouvoir faire des épreuves de natation dans la Seine. A priori non, et en tout cas, j'ai effectivement lu une note signée par l'Académie de pharmacie il y a quelques jours seulement qui expliquait... Et vous allez revenir là-dessus dans Factuel. Bien sûr qu'on va republier une enquête sur le sujet, mais à ce jour, non. Ce ne sera pas possible. Bon, on se retrouve pour parler des Jeux Olympiques et de son fondateur avec l'arrière-petite-nièce du fondateur des JO, Alexandra de Navacelle de Coubertin, et l'historien Dimitri Casali. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse de l'actualité, toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry. Toujours. Avec nous également Victor Lefebvre de Factuel.media, l'historien Dimitri Casali, auteur de Ces statuts que l'on abat, paru chez Plomb. Bonjour Dimitri. Bonjour. Et nous avons la chance d'accueillir comme invité Alexandra de Navacelle de Coubertin. Alexandra, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'arrière-petite-nièce de Pierre de Coubertin. Ce dernier n'a pas eu de descendance directe, on en reparlera. Vous êtes coach de dirigeants et vous présidez l'association familiale Pierre de Coubertin. Est-ce que je vous ai bien... Qu'est-ce que j'ai oublié dans votre présentation ? Vous avez bien résumé. Ça me va.
Alors, parfait. Vous avez compris que nous allions parler de Pierre de Coubertin, l'inventeur des Jeux Olympiques modernes. Mais je voudrais terminer avec vous, Victor Lefebvre, sur ce dispositif de sécurité pour la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce qui est prévu ? Oui, c'est un dispositif exceptionnel le 26 juillet. Il y a 45 000 policiers et gendarmes qui vont être mobilisés, notamment des forces spéciales, le GIGN, qui seront donc des tireurs d'élite dans les hélicoptères dans le ciel, puisqu'il y a une bulle de protection aérienne, le RAID, la BRI, qui seront aussi qui accompagneront les athlètes sur les berges de Seine, à bord des péniches. 360 000 personnes sont attendues. Alors la jauge a quand même baissé. On avait prévu, la mairie de Paris annonçait 2 millions de personnes. Elle est passée à 360 000 finalement. Et notamment la sécurité des athlètes israéliens qui va être particulièrement renforcée. On craint évidemment le spectre des attentats de Munich en 1972 commis par les terroristes du groupe Septembre Noir qui avait fait 11 victimes parmi les athlètes israéliens. Alors quelques couacs sur la sécurité néanmoins. Quelques couacs néanmoins. Ça a été révélé notamment par le magazine Marianne. Il y a eu un test récemment de dispositifs de sécurité anti-drone, ça s'appelle le dispositif Parade, qui ont échoué. C'est-à-dire c'est des tests qui ont été réalisés dans des conditions réelles, en ville, et ces tests n'ont pas permis d'intercepter ou de neutraliser des drones. Donc c'est une des interrogations en matière de sécurité. Il n'est pas encore trop tard. Actuellement, il y a eu une répétition grandeur nature en Israël. Vous avez remarqué 300 drones et missiles envoyés sur ce petit territoire. Oui. Mais ça fait partie effectivement des enjeux de sécurité, notamment les drones. La sécurité aérienne est particulièrement scrutée, même s'il y aura évidemment des rafales aussi qui seront, certains seront stationnés, certains seront aussi en alerte dans les airs. Donc le dispositif est particulièrement renforcé. Merci de toutes ces précisions. Alors parlons de Pierre de Coubertin. Vous avez certainement entendu un jour ou l'autre sur les bancs de l'école son nom. Il vous avait été évidemment présenté comme un homme amoureux du sport, fondateur des Jeux Olympiques modernes, auteur de la phrase que vous avez peut-être répétée toute votre vie. L'important c'est de participer. En général, on vous l'a dit quand vous avez perdu. Oui, évidemment. Ah, mais sauf qu'il existe une légende noire de votre aïeul, Pierre de Coubertin. Il est né en 1863 à Paris, Pierre de Coubertin, et il a été évidemment bercé par les idées de son époque. Aussi pour certains, il était un misogyne convaincu et il aurait partagé aussi des idées colonialistes et racistes. En effet. Alors dites-moi, répondez s'il vous plaît, Alexandra de Navacelle de Coubertin. Alors, j'aimerais commencer par peut-être juste clarifier une phrase qu'on a très vite résumée. L'important, ce n'est pas de gagner, mais de participer. En fait, il n'a pas dit ça. Donc, c'est intéressant de voir comment les générations et tout simplement l'histoire résument et simplifient. Il a dit quelque chose qui était pour moi infiniment plus intéressant en termes de pensée et de philosophie parce que ça reflète vraiment ce qu'il voulait. Il a dit l'important, alors c'est une phrase un peu longue, mais le résumé, c'est l'important, donc ce n'est pas de participer, c'est de s'être bien battu. Ah oui, c'est déjà pas pareil. Ça change tout. Et vous avez compris la substance, donc c'est donner le meilleur de soi. C'est pas forcément être là pour les médailles, c'est pas être là juste parce que voilà, on fait acte de présence, c'est vraiment un rapport à soi, un rapport à toucher ses limites et les dépasser, qui est devenu d'ailleurs une des valeurs olympiques, qui est l'excellence. Il y a 3 valeurs olympiques, l'excellence, le respect et l'amitié. Et ces 3 valeurs donc, qu'il a proposées, qui sont toujours actuelles, sont le reflet de son idée, de ses pensées. C'est une idéologie humaniste. En fait, c'est peut-être un enfant de la pensée sociale qui était à ses débuts, au fin du 19e siècle. Et donc il l'a un peu matérialisé avec cette grande idée folle de faire revivre des Jeux Olympiques antiques, de les moderniser, de les rendre actuels. Et c'est un petit peu toujours la mission donc, du CIO, c'est de rester très actuel pour être une plateforme qui met en lumière les problèmes de l'époque. À l'époque, c'était les guerres, alors ça l'est toujours, mais c'était vraiment des soucis de compréhension des cultures, des religions. Et donc l'idée, c'était de créer un endroit de rencontre pour favoriser la compréhension de l'autre et l'amitié. Et aussi le respect, c'est ce socle de valeurs communes sur le sport, qui est donc cette discipline qui n'a pas de religion, qui n'a pas de politique. Et qui est comprise presque sans langue. Donc c'était une de cette proposition comme socle
pour que toutes les nations s'entendent sur des valeurs communes. Bien sûr. Alors, comment vous expliquez que aujourd'hui, certains esprits fâcheux commencent à s'attaquer à l'homme, commencent à s'attaquer à la légende, et que l'on commence à trouver une face sombre à votre aïeul? Je pense que c'est une opportunité pour avoir des conversations, pour comprendre un peu l'époque. Je pense qu'il faut peut-être... Ça ouvre la curiosité. Ce sont des phrases sorties hors de contexte qui sont incompréhensibles. Souvent, oui. Donc il faut justement essayer de comprendre le contexte. Est-ce que Pierre de Coubertin était le seul à le penser? Qu'est-ce que se passait-il à l'époque? Pourquoi le pensait-il? Oui, pourquoi alors on peut commencer par la critique qui revient le plus souvent, c'est qu'il aurait été colonialiste. Enfin, à l'époque, Dimitri de Casali, Léon Blum aussi. Voilà, c'est-à-dire que tout le spectre politique était à l'époque convaincu qu'il fallait porter ce message universaliste de la France un peu partout dans le monde. Mais bien sûr, les temps ont changé. C'est le péché d'anachronisme. Vous savez, ce péché de l'intelligence du passé aujourd'hui, avec cette montée de l'ignorance et du wokisme, nous y sommes. Parce que si l'on va par là, plus de 80% de nos grands personnages devront être controversés, déboulonnés, débaptisés, que ce soit effectivement, vous l'avez dit, Léon Blum, qui était proche de l'idée de mission civilisatrice des colonies françaises, et aussi, bien sûr, le grand Victor Hugo, qui a dit, par exemple, le blanc a fait du noir un homme, est-ce pour ça qu'on va déboulonner toute sa grandeur, toute son œuvre? Et enfin, Jean Jaurès, même le socialiste Jean Jaurès, au début de sa carrière, était pour la colonisation. Le seul, à l'époque, qui était contre, c'était le grand Clémenceau, mais lui, il a toujours été à part. Ouais. Alors, on reproche à votre ancêtre aussi d'avoir été très antiféministe. Et ça, vous trouvez que c'est particulièrement injuste? Alors, je trouve que c'est surtout, il faut comprendre la période, c'est surtout peut-être, trop résumé. Ouais. En ce sens où à l'époque, donc on est vraiment à la fin du 19e siècle, les femmes Les femmes ne votent pas, rappelons-le. Les femmes travaillent peu, parfois elles suppléent des hommes à l'usine, mais la place de la femme n'est pas la même. Petite parenthèse, demain, cela fera 80 ans, jour pour jour, que les Françaises ont le droit de voter dans ce pays. Eh oui, là on est avant. Bel anniversaire. Oui, ce sont des femmes qui sont limitées à des rôles extrêmement restreints. Elles sont habillées avec, elles doivent cacher leurs chevilles. Elles ne montrent pas, elles montrent très peu de choses. Elles sont très discrètes. Ce sont des petites choses qui sont là pour des tâches assez limitées. Donc la pensée de l'époque était très limitée. Et pour nous, ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu l'évolution. Et il y en a encore beaucoup à faire. Regardez la couverture médiatique des des sports d'hommes et des sports de femmes. On n'est encore pas à égalité. Donc je dirais qu'on est en chemin. À l'époque, on était très très loin. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que oui, il reflète sûrement la pensée de l'époque. On va pas non plus idéaliser un homme qui est de son temps. Par contre, ce qui nous paraît intéressant, c'est de comprendre un peu l'évolution. C'est aussi un homme qui a vécu 50% de sa vie, donc la moitié, 37 ans au 19e et 37 ans au 20e siècle. Il était vraiment en charnière entre une rupture, un prisme de pensée, de conscience du possible. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir un peu l'évolution de l'homme et de voir ce qu'il a écrit tout au long de sa vie. Donc il a beaucoup évolué, il a beaucoup changé, comme beaucoup de personnes de son époque. Et justement, comment on explique ce paradoxe? On va revenir à ce qu'il disait concrètement et à ses propos que vous connaissez encore mieux que moi. D'une part, et d'un côté, ce qui est très impolitiquement correct aujourd'hui, et politiquement incorrect, et c'est logique, je le cite, une Olympiade femelle serait inintéressante, inesthétique et incorrecte. Et d'autre part, quelques années après, il convient de travailler à l'égalité des sexes. Il y a un paradoxe. Vous avez mis en lumière deux phrases qui en effet sont assez connues de ce qu'il a écrit et qui pourraient potentiellement illustrer mon propos. Mais juste sur la première phrase, parce qu'on n'a aussi pas toute la compréhension de ces raisons, on résume un peu avec une phrase. Nous, notre histoire, ce qu'on a compris, ce qu'on nous a dit dans notre famille, c'est qu'il était... Donc, il était très proche de sa sœur, très proche de sa mère aussi. Et son souci premier, c'était de préserver la femme du regard de l'homme qui n'était pas prêt à voir une femme courir, Il dénuder. vous échappera pas que c'est le même type de raisonnement aujourd'hui qui est utilisé par les pires phallocrates et misogynes qu'on a sur cette planète pour dire que les femmes ne doivent pas montrer leurs cheveux ou leur corps. C'est pas grave. Mais c'est un fait, si vous voulez. C'était une époque misogyne. Oui, enfin, en tout cas... Le lui, 19e, oui, est une époque misogyne. C'est à cause de Napoléon qui a
écrit le Code civil, et l'article 213 dit la femme doit obéissance à son mari. Mais je voudrais quand même dire à cette noble assistance que ce qui compte, ce sont les actes sous la présidence du CIO, donc entre 1896 et 1925, et le nombre d'athlètes féminines au JO a été multiplié par 6 à cette période. Et c'est lui aussi qui a milité pour des Jeux ouverts à tous. Est-ce que je dis bien les choses? Vous dites bien les choses, et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi dans les faits ce qu'il a fait, de juger peut-être l'homme sur les faits. Donc les Jeux Olympiques ont toujours eu des femmes sous sa présidence. Les premiers donc étaient à Athènes, il n'était pas président. Le deuxième était en 1900 à Paris. Et il y avait pas beaucoup de femmes, mais il y avait 22 femmes. 22 femmes sur 1000 athlètes. C'est ça, donc c'était encore tout petit. On était en début, et puis on était sous l'ombre aussi de l'exposition universelle, puisqu'ils étaient jumelés pendant beaucoup d'années, jusqu'en 1912. Donc ça, c'était aussi un souci des Jeux Olympiques. Mais donc c'est une évolution qui a pris son cours. Mais bon, dans les faits, en effet, les femmes ont toujours participé sous sa présidence. Et dans les faits, il a beaucoup œuvré, donc des choses qu'on ne sait pas. Et je vous donne un exemple que moi j'aime particulièrement. Pour le scoutisme des femmes, donc Renée de Montmort, qui a essayé donc c'était cette idée anglaise qu'elle a importée en France, c'était les éclaireuses, pardon. Il a beaucoup travaillé avec elles, ils ont une grande amitié, une correspondance qu'on peut trouver dans beaucoup d'archives, pour développer un programme pour les femmes scouts. Donc dans les faits, il a fait plein de choses. Donc pour moi, c'est intéressant d'avoir toute l'information. Absolument. Dimitri Casali, on se demandera dans un instant s'il faut juger les convictions d'un homme avec le regard d'aujourd'hui, et vous pensez évidemment le contraire. Dans un instant, on va continuer évidemment de parler des JO. Vous verrez que les coups bas pleuvent, parce que c'est un véritable concours de médailles. On va parler d'accusations graves. Le fondateur des JO aurait été aussi antisémite, figurez-vous. Son arrière-petite-nièce, heureusement, est là pour répondre aux accusations. C'est dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre pour regarder à la loupe l'actualité, toujours avec Jean-Marie Bordry, toujours avec Victor Lefebvre, avec nous également l'historien Dimitri Casali, auteur notamment de ces statuts que l'on abat, paru chez Plomb, et qui vient de rééditer Notre Histoire, ce que nos enfants devraient apprendre à l'école. Évidemment, un livre tout à fait recommandé. On parle des Jeux Olympiques ce matin, on s'en approche, on est à moins de J-100 justement, et notre invité exceptionnel est Alexandrane de Navassel de Coubertin, petite-nièce du fondateur des Jeux modernes, tels que nous les connaissons en tout cas. Et Alexandrane Navassel, quel homme était Pierre de Coubertin dans la sphère familiale? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'on n'a pas tellement lu sous la plume de quelques journaux? Alors, Pierre de Coubertin était le dernier d'une famille de 4. Il était 14 ans plus jeune que le premier, donc c'est un petit dernier. Un petit dernier qui a eu beaucoup plus de liberté dans une famille extrêmement traditionnelle, très catholique. Il a eu un espace un peu plus large et on l'appelait le petit rebelle. Il faisait un peu tout comme il voulait et il a notamment franchi beaucoup d'interdits. Il a, commencé par épouser une protestante dans une famille très catholique. C'était le premier républicain d'une famille qui était encore royaliste, il faut le dire. Et il n'a pas tout à fait suivi, on va dire, le modèle éducatif que ses parents auraient aimé, c'est-à-dire être militaire, aller à Saint-Cyr. Donc il voyait les choses très différemment. C'était un peu un troubleur et un rebelle. Il n'a pas eu de descendant direct. Pour quelle raison ? Non, et malheureusement, il n'a pas eu de descendant direct. Donc il a eu 2 enfants, Jacques et René. Jacques était handicapé dès la naissance. Et René avait une nature très fragile, donc elle ne s'est jamais mariée. Il a donc n'a pas de descendant. D'accord. Alors, parmi les choses qui sont reprochées à votre aïeul, tout à l'heure on a parlé de la misogynie, exactement. On a parlé de ses penchants colonialistes, mais certains mettent en avant qu'il aurait soutenu l'organisation des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, alors qu'évidemment, tout le monde le sait, Adolf Hitler était à la tête de l'Allemagne. Oui, alors on résume aussi beaucoup l'histoire, puisqu'en fait, déjà, il est mort en 1937. Il n'était pas, depuis 1925, il n'était plus président du CIO, puisqu'il s'est retiré. Donc il était assez âgé à ces années-là. Donc on résume beaucoup l'histoire si on rentre un peu dans les faits. On lui a en effet demandé de s'exprimer, donc de faire un discours. On lui a demandé son avis.
À l'époque, donc il était vieillissant et assez seul. Donc l'histoire, c'est qu'il a accepté donc de regarder les éléments qui étaient curieux. Il faut aussi comprendre que dans l'histoire des Jeux Olympiques, personne n'avait mis, alors c'est honteux de voir que c'était instrumentalisé, mais personne n'avait mis autant d'énergie, autant d'argent, autant d'attention sur les Jeux. Les Jeux de Berlin, ils ont construit... Que les nazis allemands, oui. Ouais, ils ont vraiment construit les plus grands stades. C'est un outil de propagande massive. Voilà. Donc c'était au service de quelque chose d'épouvantable, mais dans les faits, avant qu'on ait vraiment toute l'information... Oui, il faudra quand même rappeler aux gens que, évidemment, la Shoah n'a pas eu lieu en 1936. Voilà. On est en 36. En 37, l'année d'après, on a une exposition à Paris où les Allemands sont invités et ils édifient un énorme bâtiment. Donc on les avait invités à Paris l'année d'après. C'était l'exposition universelle, effectivement, devant le Trocadéro. Et puis il y avait surtout, les Russes en face, donc c'est intéressant. Alexandra, si je peux me permettre, surtout, votre aïeul était contre l'idée d'exclure la moindre nation. C'est en cela qu'il était aussi un grand historien, très très fanatique de la Grèce antique en particulier, qu'il faut replacer l'histoire grecque à l'époque. Elle n'arrêtait pas de se faire la guerre constamment, et justement ces Jeux Olympiques qu'il a réinventé, qu'il a réactivé, était la trêve, la fameuse trêve pacifiste que les Grecs qui ont inventé la démocratie ont aussi inventé. Et donc pour lui, l'Allemagne avait déjà été interdite en 1920 à Anvers, en 1924 à Paris, donc il se devait de l'inclure en 1936. Il éprouvait aucune sympathie pour Hitler. Mais voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, aujourd'hui, on est dans une ignorance du contexte, c'est sidérant. Oui, alors absolument. On peut aussi parler de cet article là, qui a circulé sous le manteau dans les rédactions parisiennes, qu'il consacre aux Hébreux. Alors, c'est un texte qui a été écrit, que l'on trouve tome 2, page 23-26, qui a été écrit en 1926 sur les Hébreux. Si vous me permettez de le lire, je vais aller vite. On ne les connaît guère qu'à travers les capitaux amassés par certains d'entre eux, âpres et persévérants au gain, habiles et rusés en affaires. Ils se sont souvent rendus odieux, mais derrière leur vice se tient un idéalisme obstiné et farouche que les persécutions forcenées dont ils ont été l'objet n'ont fait que renforcer et qui a grandement été servi par l'avènement de la démocratie, etc., etc. On peut lire un peu plus loin. Certains auteurs ont fait observer d'autre part qu'on ne saurait parler d'une race juive parce que dispersés 18 siècles aux quatre coins du monde, les Juifs s'étaient tant de fois mêlés aux autres peuples qu'ils avaient perdu leur caractère qui constitue une race. Ce point de vue est erroné, dit-il d'ailleurs. Il est vrai que tant par croisement que par propagande, bien des éléments ethniques différents se sont combinés autour de la religion d'Israël. Bon, on le voit, c'est sûr. Il dit aussi que c'est un des plus grands peuples de l'humanité. Absolument. Alors, c'est ce que j'allais dire. Il dit à la fois, il l'essentialise. Évidemment, aujourd'hui, plus personne ne supporte l'idée d'essentialiser. Pour autant, ce n'est pas, on peut pas dire que ce soit clairement antisémite. Il n'y a pas, c'est presque, il y a une certaine admiration. Il y a une grande admiration dans ce texte que j'ai lu jusqu'à la fin. Mais il faut dire encore une fois, pour replacer dans le contexte de l'époque, la 1894, le 23 juin 1894, il faut la citer, cette date. C'est la date où justement il réactive, il réinvente les Jeux Olympiques en 1894. La France, le monde entier, et effectivement, la présence de l'antisémitisme est flagrante sur tous les continents. Et c'est en France que va avoir lieu l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire qu'un capitaine de l'armée française, c'est-à-dire dans le seul pays au monde où un juif peut être capitaine, puisque dans tous les autres pays, les juifs n'avaient pas le droit de porter l'épée, je le rappelle quand même. Eh bien, effectivement, ça va prendre du temps, ça va être difficile, mais il va être réhabilité. Donc c'est comme dit Lévinas, c'est qu'en France, il n'y a qu'en France que ça a pu avoir lieu. Oui. Alexandra de Navassel. Dans les faits, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment aurait-il être antisémite s'il a choisi parmi les premières personnes du comité olympique constitué donc en 1894 un juif hongrois. Il a eu des grandes amitiés avec beaucoup de juifs, notamment Lee Wald
notamment il a collaboré avec beaucoup de personnages. Alors, j'ai pas tous les noms en tête. Ne dites pas collaborer parce que ça va vous être reproché. Terrible, terrible. Il a travaillé avec. Il a coopéré voilà. avec énormément de personnes en dehors de ces races. Mais ce qui n'empêchait pas d'écrire qu'ils étaient plus aptes que les autres au sens des affaires et parfois qu'ils étaient fourbes. Il n'a pas écrit que ça, mais il a aussi dit. Je rappelle qu'à l'époque, il y a toute une gauche qui considère que le juif c'est l'allié du capitalisme. Karl Marx lui-même avait commis quelques écrits dans ce genre. Est-ce qu'on peut admettre qu'une personne est paradoxale et qu'elle peut être à la fois antisémite et en même temps se comporter bien avec ses amis juifs? Elle peut l'avoir été, c'est un enfant de son époque. Je pense qu'une personne est un produit un peu de son époque. Et d'ailleurs, la phrase que vous avez lue, pour moi, résume très bien. On ne connaît guère. C'est tout à fait ça. En fait, on est très limité encore à l'époque. On ne comprend pas tout. On résume vite. On n'a pas l'information. Mais moi, ce que je trouve non homogène et quelque chose qui n'est pas du tout cohérent avec sa pensée, c'est ce qu'il écrit. Donc, je vous donne une phrase, par exemple. Je rebrancherai une jeunesse veule et confinée, son corps et son caractère par le sport, ses risques et même ses excès. J'élargirai sa vision et son entendement par le contact des grands horizons sidéraux, planétaires, historiques et de cette histoire universelle surtout. Voilà. Deviendront un serment de la paix internationale pratique et cela pour tous. Sans distinction de naissance, de caste, de fortune, de situation, de métier. Alors voilà, moi je pense qu'on peut aussi comprendre plus largement sa pensée. L'ensemble. Exactement, et pas résumer à une phrase qui en effet, je reprends, on ne connaît guère, il ne savait pas tout. Dimitri, vous êtes le premier à dire qu'il ne faut pas juger les hommes du passé avec les yeux d'aujourd'hui. Absolument, donc c'est le fameux péché d'anachronisme. Il faut toujours replacer dans le contexte de l'époque. C'est la première leçon qu'on apprend à la Sorbonne en première année. Et aujourd'hui, plus personne n'utilise cette règle, c'est absolument sidérant. On sent bien qu'il y a une lente et longue montée de l'ignorance partout. Les gens sont beaucoup moins cultivés qu'avant. Pour comprendre les représentations mentales d'une époque, c'est extrêmement difficile. Pareil pour l'Antiquité, pareil encore plus pour le Moyen-Âge extrêmement chrétien. On voit bien qu'ils sont incapables. On ne peut pas juger l'histoire. Ça, c'est un fait qu'il ne faut pas oublier. On ne juge pas l'histoire. L'histoire n'est pas toute blanche, elle n'est pas toute noire. Elle est grise et cette grisaille qui la rend complexe et passionnante. C'est pour ça que c'est passionnant l'histoire. Et Pierre de Coubertin était aussi un grand historien. Il adorait l'histoire, comme on l'a dit. Il a écrit une trentaine de livres, d'ouvrages. Et voilà, donc ça, c'est que résumer tout ça aujourd'hui, notre époque me débecte. Eh ben, vous savez, pour préparer cette émission, je me suis amusé à regarder sur les moteurs de recherche le nombre d'articles consacrés à Pierre de Coubertin sur la légende noire de Pierre de Coubertin. Je vous assure qu'il n'y en a pas un seul journaliste qui a fait le travail critique que nous avons fait aujourd'hui, ce matin. Bon, merci beaucoup Dimitri de Casali. Alors je répète, notre histoire, ce que nos enfants devraient apprendre à l'école, qui vient de ressortir aux éditions du Centurion. Et puis Historock, ça c'est votre grande œuvre. Vous êtes donc aussi également l'auteur de ces statuts que l'on abat chez Plomb. Historock, je le dis, le 7 mai à Chalon-sur-Saône, devant plus de 1000 écoliers. Salle Marcel Samba, il faut venir à Chalon. C'est de grandes fresques historiques en chansons. Un spectacle musical qui résume toute l'histoire de France des cathédrales, je dis bien des cathédrales, même si ça fait grincer les racines chrétiennes cathédrales jusqu'à nos jours. En 20 tableaux pour apprendre notre histoire, parce que vous le savez aujourd'hui, pour moi la crise que nous vivons est avant tout éducative, aux enfants. Absolument. Venez nombreux. Absolument. Alors merci à vous Alexandra de Navassel de Coubertin. Je rappelle deux actualités aussi qui concernent votre association qui cherche à promouvoir l'héritage de Pierre de Coubertin. Une exposition consacrée à Pierre de Coubertin à la mairie du 7e du 24 juin au 13 septembre. Et autre actualité, la statue de Pierre de Coubertin entre au musée Grévin. Et ce, le 18 juin, date symbolique s'il en est. Absolument, donc dans le quartier de naissance de Pierre de Coubertin qui était le 7e, il habitait rue Oudinot, il était notamment très engagé dans son quartier, on va découvrir des histoires, il y a un héritage historique du 7e, donc on va parler d'un Parisien, on va parler d'un Français, on va clarifier un petit peu sa pensée pour comprendre d'où vient-elle, quelles ont été ses sources d'information, ses influences, comprendre ses grands alliés, donc d'autres très grands Français qui l'ont beaucoup influencé, notamment le père Didon. Nous allons parler un tout petit peu
Rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris. Donc venez à la mairie du 7e. Alors, merci beaucoup Alexandra d'être venue nous voir. Vous pouvez retrouver les enquêtes sur le site factuel.media. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouve samedi 10h. Tout de suite, c'est... On parle auto. Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault, les 60 ans d'une voiture mythique, la Ford Mustang, dans un instant. Oh, superbe. À tout de suite sur Sud Radio.